Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h41. Merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique d'Emmanuel Vargon, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Patrick Roger. Alors avant de revenir sur la réforme de l'assurance chômage, sujet du moment au gouvernement et puis les partenaires sociaux, il y a en ce moment aussi les sujets du bac. Alors l'écologie, l'environnement ne sont pas vraiment enseignés de l'école au lycée. Est-ce que vous militez pour ça à l'avenir, vous ? Absolument, j'en ai discuté avec Jean-Michel Blanquer et avec Gabriel Attal. Côté éducation nationale, stricto sensu, Jean-Michel Blanquer est vraiment mobilisé pour qu'il y ait plus d'écologie dans les programmes et pour qu'il y ait plus d'écologie dans les établissements. Oui. L'idée, c'est d'avoir un projet d'établissement, donc dans chaque école, primaire, collège, lycée, tourné vers l'écologie, choisi avec les élèves, en ayant des éco-délégués partout. Alors ça peut être du recyclage, de la lutte contre le gaspillage à la cantine, de l'électricité renouvelable, etc. Parce que l'idée, c'est que ce soit concret. Donc à la fois dans les établissements et dans les programmes. Et dans les programmes, parce qu'il y a beaucoup de profs qui disent je m'interroge sur ce que je dois dire en fait aux élèves de première notamment et de terminale sur les programmes qui ne prennent pas en compte les crises, le dérèglement climatique qu'on est en train de vivre ou pas d'ailleurs, parce que certains remettent en cause certaines choses, quoi. Mais ça c'est délicat quand même. Mais le ministre, je crois, a saisi le Conseil national des programmes justement pour regarder comment est-ce qu'on peut mettre plus d'écologie, à la fois la partie climatique et la partie biodiversité dans les programmes, et comment. Donc oui, bien sûr, on en a besoin. Ouais. Vous aviez passé quel bac, vous, Un bac S, à l'époque où ça existait. Ah bah non, vous pouvez encourager les scientifiques qui vont passer leurs épreuves ce matin, en fait, encore, je crois. J'encourage les scientifiques et aussi les filles à aller dans les carrières scientifiques, parce que c'est des très belles carrières. Il nous manque encore des filles et après elles réussissent très bien. Il y en a de plus en plus quand même. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais on n'est pas à 50-50. Oui, à propos, justement, il y a aussi une forme dans l'environnement de science bashing. On remet en cause un peu tout, voitures, nucléaire, alimentation, comme hier soir dans Cache Investigation sur les tomates et fruits et légumes, moins riches en nutriments. Et puis il y en a d'autres qui disent non mais c'est incroyable, on est en train de taper sur la science et elle a permis aussi d'apporter beaucoup. Il n'y a plus de famine en fait, ou très peu dans le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, d'abord, c'est la science qui nous a aidés à faire la prise de conscience sur le réchauffement climatique, puisque ce sont les scientifiques réunis dans ce groupement qui s'appelle le GIEC qui ont créé les conditions d'un consensus scientifique pour dire oui, on est bien en présence d'un réchauffement climatique. C'est pareil pour la biodiversité. Le monde scientifique de la biodiversité était réuni à Paris il y a quelques semaines. Après, effectivement, on a toujours tendance à être un peu excessif, c'est-à-dire en particulier en agriculture pour l'alimentation. Les progrès de la science nous ont permis de nourrir la planète dans les 50 dernières années, en augmentant les rendements, en permettant d'avoir des cultures plus productives qui ont accompagné l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète qui se compte en milliards. Simplement, maintenant, on sait que cette agriculture, elle ne peut pas rester comme ça parce qu'elle va finir par épuiser complètement les ressources naturelles. Mais alors, ce que disaient, donc il faut continuer à la faire évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. On va pas revenir à l'agriculture d'antan. On ne peut pas revenir à l'agriculture d'antan, mais il faut inventer une nouvelle agriculture avec moins de pesticides, moins de ce qu'on appelle les intrants chimiques. Une agriculture qui conserve mieux les sols aussi, parce que la santé des sols, qui est un sujet dont on se préoccupe depuis finalement pas très longtemps, c'est à la fois bon pour ce qu'on y fait pousser, et aussi pour la séquestration du carbone, donc pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il faut inventer une agriculture plus agroécologique qui va permettre de continuer à nourrir tout le monde dans de meilleures conditions. Oui. Venons-en donc à la réforme de l'assurance chômage qui a été dévoilée hier par le Premier ministre. Alors ça ne satisfait pas visiblement ni les syndicats ni le patronat. Patronat qui fustige le bonus-malus, les syndicats qui sont contre le durcissement de l'accès aux indemnisations. On n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Mais d'abord, si le gouvernement présente une réforme de l'assurance chômage, c'est parce que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Vous vous en souvenez, le gouvernement leur avait demandé de relancer une négociation sur l'assurance chômage. Ils l'avaient fait et il y a quelques mois, ils sont arrivés à un constat d'échec, impossible de se mettre d'accord. Et du coup, maintenant, le gouvernement prend ses responsabilités. Donc les partenaires sociaux qui nous expliquent que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ils avaient la possibilité de négocier entre eux. Côté patronal, nous allons vers un bonus-malus sur les contrats courts sur 7 secteurs économiques, dont hôtellerie, restauration. Ça me paraît légitime et responsable. Hôtellerie, restauration, ça fait un peu grincer des dents quand même, quoi.
Oui, mais en fait, et d'ailleurs il y avait un excellent reportage dans votre journal il y a une demi-heure, qui disait qu'il y a certains patrons qui arrivent très bien à embaucher en CDI. Donc il est possible. Les pratiques sont très différentes en réalité à l'intérieur du secteur. Donc c'est important de donner un signal en disant les contrats courts, ça pèse sur l'économie et c'est pas bon pour les personnes qui subissent ces contrats courts. Et puis sur les règles d'indemnisation, on avait laissé collectivement tous, pouvoir public, syndicats, patronat, s'installer un système dans lequel on avait presque 20% des chômeurs indemnisés qui touchaient plus au chômage que quand ils travaillaient pour des règles très compliquées de calcul de salaire de référence. Ça n'est pas équitable, ça n'est pas juste. Et donc on a besoin de revenir à un système simple, lisible et équitable, et c'est ça que nous faisons. Oui. Le secteur du bâtiment, grand consommateur aussi de contrats courts, va être épargné par le bonus-malus. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, notamment pour vous qui lancez la rénovation énergétique des bâtiments? Il est sûr que le secteur du bâtiment aussi doit aller vers des pratiques avec des contrats le plus long possible. C'est un secteur dont on a absolument besoin pour la rénovation énergétique. Vous en avez parlé. Avec Julien de Normandie, on souhaite passer à la vitesse supérieure sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est une demande du Premier ministre. On va simplifier les aides, on va modifier la manière dont on apporte les aides aux ménages, on va les retravailler avec les copropriétés. Moi, je suis allée dans plusieurs copropriétés. J'étais à Annecy il y a 2 jours pour rencontrer des copropriétaires qui ont fait des travaux de rénovation. En fait, leur immeuble a changé. Ce sont à la fois des travaux de rénovation, les factures vont baisser, et puis finalement, ça donne de la valeur au bien qui est rénové. Mais c'est compliqué, une copropriété, vous savez tous ce que c'est. Il faut une assemblée générale, tout le monde n'est pas toujours d'accord, c'est très long. Donc on va essayer de simplifier, d'améliorer les aides aux copropriétés pour aller plus vite. En gros, on a tous les outils. Ça ne va juste pas assez vite, donc il faut qu'on trouve les leviers qui permettent d'aller plus vite. Oui, Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste de Madame Loiseau pour les européennes, lui proposait l'interdiction de la location des passoires énergétiques en 2025. C'est une piste, ça, ou pas ? C'est évidemment une question de se dire, une fois qu'on a mis en place toutes les aides et qu'on a déverrouillé le système, à un moment, il faut prendre nos responsabilités. Simplement, il faut le faire dans le bon sens. Pour l'instant, nos aides ne fonctionnent pas suffisamment bien, les incitations ne sont pas suffisamment fortes. Moi, je suis plutôt favorable aux mesures incitatives à ce stade. Parce que quand on regarde tout le parc, on se dit qu'il n'y aura plus de bâtiments, il y aura plus de logements en location, quoi. Si c'est évidemment le risque si on interdit de mettre des gens dans une situation difficile, qui ne vont pas pouvoir faire des travaux, et donc de retirer des logements du marché. Inversement, il faut aussi qu'on trouve une manière de donner un signal très clair aux propriétaires, qui sont des propriétaires qui louent des passoires thermiques, parce que ça n'est pas supportable de garder éternellement des propriétaires qui gagnent de l'argent avec des loyers, sachant que le locataire paye à la fois un loyer et plusieurs centaines d'euros, voire plus, dans ses charges de chauffage. Moi, je suis allée voir, c'était en Picardie, dans l'Oise, il y a quelques jours, quelques semaines, une famille qui payait 400 euros d'électricité et 400 euros de fuel par mois dans un logement qui restait mal chauffé avec des enfants qui étaient malades en permanence. Donc on voit bien qu'on ne peut pas laisser le système comme ça. Alors si on résume, Emmanuel Vargon, parce qu'il y a eu un amendement quand même qui a été voté en fait, je crois en commission hier, donc ça va être toqué. Vous n'êtes pas favorable à ça. Si on résume, il faut trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte. C'est pas forcément l'interdiction elle-même, c'est cet équilibre sur lequel on travaille avec les députés. Est-ce qu'on dit pas n'importe quoi alors quand on est Pascal Canfin et qu'on vote en fait un tel amendement alors que c'est pas tenable? C'est quand même assez incroyable, ça. On sème, non, la confusion? Je crois qu'on passe un message clair. Les passoires thermiques, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Après, c'est toujours le même problème en politique publique. Soit vous interdisez, soit vous incitez, soit vous faites un peu des deux. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux, que ce ne sera pas forcément l'interdiction, mais qu'il y a d'autres mécanismes possibles. Par ailleurs, il y a la possibilité de garder un peu d'argent au moment de la vente, parce que, heureusement, c'est bien, de temps en temps, ils changent de propriétaire, pour être sûr qu'on bloque de l'argent à ce moment-là pour faire les travaux. C'est une autre manière d'agir, elle est aussi discutée avec les députés. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on est vraiment déterminé dans la volonté de lutter contre les passoires thermiques et que
incitation, interdiction, mobilisation d'argent au moment de la vente. Il y a plusieurs outils possibles et que ce n'est pas encore complètement défini. Bon, Emmanuel Vargon, autre sujet en fait toujours sur la table, c'est la fin de la vente des véhicules thermiques en 2040. Est-ce que c'est tenable ça? Quand on regarde le parc français aujourd'hui, on se dit, parce que 2040 c'est quasiment demain quoi. Alors, c'est pour ça que c'est en 2040. On avait des amendements au moment de la loi sur les transports, la loi sur les mobilités qui demandait à ce que ce soit en 2030 et le gouvernement a dit 2030 c'est pas possible, c'est trop près. 2040 c'est dans 20 ans. Les constructeurs font énormément de recherche, de développement. Les voitures électriques de nouvelle génération arrivent, les voitures hybrides arrivent, les voitures à hydrogène arrivent. Ah oui, parce que vous avez vu, la Chine, elle investit, elle vient de changer un petit peu son braquet. Là. Elle investit beaucoup sur l'électrique et maintenant sur l'hydrogène, quoi. Alors en Europe et notamment entre la France et l'Allemagne, vous savez qu'on a pris une grande initiative industrielle pour développer une filière de batterie, parce que la batterie électrique, ça sera vraiment un élément de souveraineté clé, d'indépendance industrielle. Moi, je crois qu'il est possible d'avoir un marché mature, mûr en 2040, qui permet de d'interdire la vente de nouveaux véhicules thermiques en 2040, nouveaux véhicules à essence ou à diesel. C'est aussi tous les enjeux de l'écologie, c'est qu'on se projette à moyen long terme, parce que il y a un impact sur les filières industrielles très important. Il faut que ces filières soient capables de prendre le tournant. Oui. Emmanuel Vargon, donc il y a eu la promesse de permanence citoyenne, de convention citoyenne. Vous allez la semaine prochaine, je crois, pour ces premières permanences citoyennes. Et où on en est des conventions et du fameux tirage au sort? Alors, je vais la semaine prochaine en Haute-Saône tenir une permanence citoyenne en préfecture et puis aller à la rencontre des citoyens sur des sujets qui parfois sont des sujets délicats, par exemple l'implantation d'éoliennes, parce que je pense que c'est important que nous discutions avec les citoyens pour voir quels sont les enjeux, les questions, et puis plus globalement toutes les questions sur l'écologie. Donc une rencontre directe, un peu dans l'esprit du grand débat, parce que je pense que c'était un beau moment de démocratie directe. Après, la convention citoyenne elle-même, elle sera mise en place, probablement installée avant l'été pour des travaux qui démarrent tout de suite après l'été. L'été, je vous signale que c'est dans 2 jours. Avant la trêve estivale, pardon. Avant la trêve estivale, c'est-à-dire probablement en juillet. Le 21 juin, ça arrive. Hein. Pardon. Vous avez raison. Probablement installé en juillet pour des travaux qui commenceront en septembre. Et le tirage au sort alors? Pareil, le tirage au sort démarre dans les jours qui viennent. Encore une fois, les citoyens seront installés et commenceront à travailler début des travaux en septembre. Début des travaux en septembre, le tirage au sort sera effectué, tout sera sur les rails. Le mot de la fin, Emmanuel Vargon, avec Cécile de Ménibus. Oui, plusieurs membres du gouvernement s'interrogent sur l'opportunité d'être candidat au municipal en 2020. Vous avez dit que la suite de votre carrière passerait forcément par les urnes. Qu'en est-il du Val-de-Marne et de Saint-Mandé ? Alors pour l'instant, je suis en train de regarder cette question. Je pense qu'effectivement, quand on a des responsabilités politiques, au bout d'un moment, si on veut continuer dans la vie politique, il faut se présenter devant des électeurs et être élu. Moi, je suis implantée dans le Val-de-Marne depuis longtemps. Et donc, je me pose cette question, soit pour les municipales, soit pour d'autres échéances électorales. Et voilà, la décision n'est pas encore prise. Mais ça tend plus pour le oui ou le non ? La décision n'est pas prise, donc pour l'instant, ça... Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez vécu avec Emmanuel Macron, cette tournée en France, vous a donné envie du terrain, justement ? Oui, en fait, j'ai beaucoup apprécié, même si ça n'a pas toujours été très facile, cette rencontre à travers le grand débat et puis aussi beaucoup de délégations de Gilets jaunes que j'ai pu rencontrer. Je me suis aussi investie dans la campagne des européennes, comme d'autres membres du gouvernement. Et je pense que c'est utile et salutaire, ce contact, parce que ce que nous n'arrivons pas à expliquer, ce que nous n'arrivons pas à défendre dans ces rencontres avec les citoyens, ça veut aussi dire que c'est à nous de revoir notre copie jusqu'à ce que nous soyons en capacité de convaincre en proximité. Eh bien, vous avez un invité surprise. Bonjour Emmanuel, c'est moi, Fanfan la Tulipe de Hollande, l'ex-président qui brasse de l'air pour pas mettre la clim. À propos d'Aix, Ségolène Royal déplorait récemment les reculs et les erreurs en matière d'écologie d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président. Alors, est-ce que finalement, ces promesses de campagne sur la transition écologique n'auront pas fondu aussi rapidement que les 40% de glace du Groenland ? Au contraire, moi je crois que le président est de plus en plus investi dans les sujets écologiques. Le président et le Premier ministre. Le Premier ministre l'a dit d'ailleurs que ça n'était pas sa culture initiale, mais qu'il était venu à ces sujets-là. Donc non, je ne crois pas que ça fonde, je crois plutôt que ça prospère. D'accord, donc on se les gèle de plus en plus. Voilà, mais ça serait une bonne nouvelle. Emmanuel Vargon, c'est dur de faire passer le message quand même alors.
Non, ce que c'est vous pas dites. dur de faire Non, passer le message. Au contraire, le message passe de mieux en mieux. Ouais. Merci Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et dans quelques instants, bien sûr, il y aura Dany Moreau à 8h20 et nous on parlera de réforme de l'assurance chômage avec Yves Verrier qui est secrétaire général de Force ouvrière. Restez avec nous, il est 7h56.